Il le qualifiait de mari parfait. Adrien Masson avait 52 ans, était un entrepreneur indien prospère dans le domaine des technologies à Mumbai et avait déjà réalisé son rêve américain. Camille Laurent avait 21 ans. Elle était une étudiante floridienne d'une grande beauté qui semblait pouvoir séduire tous les hommes. Leur histoire d'amour était célébrée sur les réseaux sociaux. Un véritable conte de fées qui redonnait foi en l'amour. Mais derrière ces sourires parfaits se cachait un tissu de mensonges si tortueux qu'il allait aboutir à un meurtre de sang-froid. Voici l'histoire de Camille Laurent, 21 ans, qui a transformé les rêves de la cinquantaine d'Adrien Masson, 52 ans, en son pire cauchemar. Comment une étudiante à l'air innocent est devenue une meurtrière calculatrice. Et comment ce qui avait commencé comme le mariage de l'année dans les cercles élitistes de Mumbai s'est transformé en un crime qui a choqué toute une nation. Car lorsqu'Adrien a découvert la vérité sur leur mariage et a voulu révéler la fraude de Camille concernant sa carte verte, elle n'avait pas seulement l'intention de disparaître, elle avait l'intention de le faire disparaître pour toujours. Ce que vous allez entendre vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, la confiance et le prix mortel d'un visa américain. Adrien Masson avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, sauf la seule chose qui lui importait le plus, quelqu'un avec qui partager sa vie. Né et élevé dans le quartier aisé de Bandra à Mumbai, Adrien avait bâti un empire dans le monde de la technologie au cours de ses 28 ans de carrière. En tant que directeur principal de la technologie chez l'une des licornes technologiques indiennes les plus prospères, il gagnait l'équivalent de 420 000 € par an. Plus d'importantes options sur actions qui avaient fait de lui un millionnaire à plusieurs reprises. Son appartement terrasse de 2,8 millions d'euros avec vue sur la mer d'Oman offrait une vue imprenable sur la ville qu'il avait conquise professionnellement. Mais le succès dans les salles de conférence ne s'était pas traduit par le bonheur à la maison. Il y a 2 ans, son monde s'était effondré lorsque sa femme Priya l'avait quitté après 22 ans de mariage. La trahison l'avait profondément blessé. Elle était tombée amoureuse d'un collègue plus jeune, quelqu'un qui avait la moitié de l'âge d'Adrien, ce qui le faisait se sentir vieux et inutile. Ses 2 enfants adultes, Arjun et Kavya, aujourd'hui âgés de 24 et 21 ans, avaient pris le parti de leur mère pendant la procédure de divorce difficile. Ils rendaient rarement visite à leur père, le laissant seul dans son penthouse somptueux, avec pour seule compagnie l'écho de ses propres pas. Le divorce avait brisé plus que le cœur d'Adrien. Il avait détruit son estime de soi. Voici un homme qui était connu dans les cercles technologiques de Mumbai comme le roi du comeback. Quelqu'un qui pouvait redonner vie à des startups en faillite et transformer du code en or. Mais il n'avait pas réussi à sauver son propre mariage. Chaque soir, il s'asseyait dans son bureau à domicile, regardait les lumières de la ville en contrebas et écrivait dans son journal intime des notes douloureuses sur le sentiment d'être invisible et indésirable. Désespéré, Adrien voulait prouver qu'il avait encore de la valeur et s'est lancé dans ce que ses amis appelaient avec dérision sa crise de la quarantaine. Il a acheté une Ferrari rouge cerise qui rugissait dans les rues de Mumbai comme un appel à l'aide mécanique. Sa garde-robe professionnelle conservatrice a cédé la place à des vêtements de créateurs coûteux qui lui donnaient l'air de trop en faire. Plus révélateur encore, Adrien a commencé à fréquenter les événements professionnels pour jeunes professionnels de la ville. Ses amis Vikram et Rohit plaisantaient en disant qu'ils voulaient recommencer à sortir avec des filles comme à 35 ans. Mais derrière leur rire se cachait une réelle inquiétude. Ils voyaient leur ami couronné de succès se transformer en quelqu'un qui cherchait désespérément à être reconnu. Quelqu'un dont le besoin d'être à nouveau considéré comme un protecteur et un pourvoyeur le rendait vulnérable d'une manière que le succès ne pouvait masquer. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que sa vulnérabilité faisait justement de lui une cible parfaite. À 8000 km de l'appartement d'Adrien, dans une colocation exiguë près de l'université de Miami, Camille Laurent menait son propre combat désespéré contre le temps. À seulement 21 ans, cette étudiante internationale d'une beauté renversante, originaire de Marseille,
portait sur ses épaules le poids de l'avenir de toute sa famille. Son visa étudiant allait expirer dans seulement 16 mois, et avec lui, tout espoir d'une vie meilleure qu'elle avait promis d'offrir. Le voyage de Camille aux États-Unis avait commencé avec tant de promesses. Étudiante en 2e année de génie biomédical à l'université de Miami, elle avait été suffisamment brillante pour commencer ses études à la prestigieuse école polytechnique de Paris avant de faire le choix stratégique de partir aux États-Unis pour obtenir un visa plus avantageux. Son intelligence exceptionnelle était soigneusement dissimulée derrière une apparence innocente qui incitait ses professeurs et ses camarades à sous-estimer son esprit calculateur. Mais l'intelligence ne payait pas les factures et n'allégeait pas la pression financière écrasante qui l'empêchait de dormir la nuit. Avec un emploi à temps partiel dans une boutique haut de gamme de South Beach, elle gagnait à peine de quoi couvrir ses dépenses de base, tout en accumulant des dettes qui s'élevaient désormais à plus de 95 000 $. À Marseille, ses parents, Marie et Jean-Baptiste, avaient hypothéqué leur modeste maison pour financer ses études aux États-Unis. Chaque appel vidéo avec sa famille lui rappelait les sacrifices qu'ils avaient faits et les attentes qui pesaient sur sa réussite. Ces appels étaient déchirants. Sa mère Marie apparaissait à l'écran, paraissant avoir vieilli de plusieurs années depuis que Camille était partie. Le stress lié à l'endettement était gravé dans chaque ride de son visage. Son père Jean-Baptiste, autrefois fier et fort, travaillait désormais 2 fois plus pour payer les intérêts d'un emprunt qui semblait augmenter chaque mois. « Ma chérie, » disait sa mère en pleurant, « nous croyons en toi. Tu vas tous nous sauver, n'est-ce pas ?» Camille acquiesçait et souriait, promettant que tout irait bien, tout en sentant intérieurement le poids d'attentes impossibles qui écrasèrent son esprit. Sa précédente tentative amoureuse s'était soldée par un échec cuisant. Tiller, un étudiant américain dont elle se souciait vraiment, avait disparu de sa vie dès que ses complications de visa étaient devenues réelles. Cette relation lui avait enseigné une dure leçon sur la nature transactionnelle de l'amour lorsque la survie était en jeu. C'est dans ces moments les plus sombres que Camille a découvert le réseau clandestin des mariages blancs qui opérait au sein de la communauté étudiante internationale de Miami. Des conversations tardives dans des cafés près du campus lui ont révélé un monde caché où des jeunes femmes désespérées partageaient des stratégies pour trouver des maris américains. Le conseil était toujours le même. Les hommes plus âgés et divorcés étaient des cibles les plus faciles. Ils étaient seuls, vulnérables et désespérés de prouver leur valeur à eux-mêmes et aux autres. Camille a passé des mois à étudier cette stratégie, à répéter devant des miroirs son personnage de jeune fille française innocente, à perfectionner un accent américain qui la rendait moins étrangère et plus accessible. Elle étudia des articles psychologiques sur la crise de la quarantaine chez les hommes et apprit à identifier les signes chez les hommes qui pouvaient être manipulés par leurs insécurités. C'était calculé, froid et absolument nécessaire à sa survie. Ce dont elle avait besoin, c'était de la proie parfaite, et ses recherches l'avaient amenée à identifier exactement cela. La conférence internationale sur les technologies à Miami Beach était le terrain de chasse idéal. Camille avait passé des jours à rechercher quels hommes âgés et prospères y participeraient. Adrien Masson s'était immédiatement démarqué. Récemment divorcé, financièrement prospère, émotionnellement vulnérable. Ses réseaux sociaux révélaient un homme qui cherchait désespérément à prouver qu'il était toujours séduisant et précieux. Camille s'est préparée comme pour une opération militaire. Elle a acheté une robe parfaite, alliant innocence et sensualité. Elle s'est entraînée à discuter de technologie et d'affaires, mémorisant suffisamment de faits pour paraître intelligente sans en savoir trop. Plus important encore, elle a perfectionné son personnage d'oiseau blessé, la belle jeune femme qui avait besoin de protection et de conseils. La rencontre elle-même fut un chef-d'œuvre de manipulation. Camille trébucha accidentellement sur Adrien alors qu'il quittait le restaurant de l'hôtel et laissa tomber ses documents de conférence. Lorsqu'il se baissa pour l'aider, elle le regarda dans les yeux et vit exactement ce qu'elle espérait,
un homme solitaire qui attendait quelqu'un pour le faire se sentir jeune à nouveau. « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée », dit-elle avec une confusion parfaite, son accent français juste assez prononcé pour être charmant. « Je suis encore tellement nerveuse lors de ces grandes conférences. » Ce qui suivit fut la représentation parfaite d'une jeune étudiante perdue, sauvée par un homme d'affaires plus âgé et prospère. Chaque sourire, chaque regard admiratif, chaque contact apparemment spontané était soigneusement chorégraphié pour flatter l'ego d'Adrien et son instinct protecteur. À la fin de leur première conversation, Adrien était déjà pris au piège, sans le savoir. Camille avait trouvé la proie parfaite et son imagination meurtrière pouvait commencer. Le mariage qui a suivi était tout simplement spectaculaire. Célébré dans un lieu exclusif de Mumbai, avec vue sur le port, il a réuni 250 des chefs d'entreprise et dirigeants technologiques les plus influents de la ville. Le vidéaste professionnel Arjun Kapoor a immortalisé chaque instant pour les réseaux sociaux, créant un contenu qui allait être vu des millions de fois sur toutes les plateformes. La robe de mariée de Camille, d'une valeur de 30 000 €, était une fusion époustouflante de designs américains et indiens, symbolisant parfaitement leur union prétendument interculturelle. Les membres de la famille de Camille étaient en fait des acteurs rémunérés appartenant à une troupe de théâtre française locale, formée pour jouer leur rôle à la perfection. Ses larmes d'émotion pendant la cérémonie, ses vœux sincères d'avoir trouvé son âme sœur en Adrien, sa manière gracieuse d'accepter les félicitations de l'élite de Mumbai, tout était une performance artistique du plus haut niveau. La réception a été marquée par une succession de discours sur l'amour qui transcende les frontières culturelles et la belle diversité de la romance internationale. Le hashtag #AdrienCamilleForever a touché des millions de personnes dans le monde entier, leur histoire étant reprise par les médias internationaux comme un exemple de la façon dont l'amour peut combler tous les fossés. La fierté d'Adrien était visible sur chaque photo. Voici la preuve qu'il était toujours désirable, toujours capable de conquérir le cœur d'une belle jeune femme. Ses enfants Arjun et Kavya ont même participé, malgré leur scepticisme initial, charmés par le comportement respectueux de Camille et son dévouement évident envers leur père. Les documents pour le visa ont été soumis dans les 48 heures suivant la cérémonie de mariage, la demande de visa de conjoint de Camille ayant été accélérée grâce à son mariage avec un citoyen américain d'origine indienne et ayant de solides relations commerciales aux États-Unis. Elle a quitté son emploi à temps partiel dans la boutique pour se concentrer sur son rôle d'épouse américaine modèle, a emménagé dans l'appartement terrasse d'Adrien et l'a redécoré grâce à son budget illimité. La transformation était remarquable. Ce qui était autrefois un appartement de célibataire est devenu un foyer chaleureux et accueillant, rempli d'œuvres d'art et de meubles soigneusement sélectionnés, reflétant les origines des deux époux. Le compte Instagram de Camille a explosé, dépassant les 150 000 abonnés, tandis que des personnes du monde entier suivaient sa vie parfaite. Ses publications quotidiennes montraient des séances de shopping de luxe dans les boutiques les plus chics de Mumbai, des dîners coûteux dans les meilleurs restaurants de la ville, des escapades romantiques à Goa et aux Maldives. Ces légendes étaient de véritables chefs-d'œuvre de performance, reconnaissante envers mon incroyable mari Adrien, qui me montre chaque jour de nouvelles merveilles, et je vis le rêve indo-américain avec mon amour éternel. Les sections de commentaires regorgeaient d'admirateurs envieux qui la qualifiaient de modèle relationnel et louaient sa belle histoire d'amour interculturelle. Camille est devenue une petite célébrité parmi les jeunes professionnels de Mumbai. Elle était invitée à prendre la parole lors d'événements sur l'intégration réussie et les relations multiculturelles. Elle jouait parfaitement son rôle, toujours gracieuse, toujours modeste, toujours reconnaissante pour les opportunités que l'Amérique et l'Inde lui avaient offertes. Adrien, quant à lui, envoyait fièrement des messages vidéo à ses enfants pour leur dire qu'il était enfin heureux. Les entrées de son journal intime de cette époque montrent un homme transformé.
Je me réveille chaque matin, reconnaissant qu'elle m'ait choisi. Camille me fait me sentir comme l'homme que j'ai toujours voulu être. Réussi, protecteur, utile. Pour la première fois depuis le divorce, j'ai l'impression que ma vie a un sens au-delà du travail. Mais comme tout le monde le sait, les contes de fées ne sont pas réels. Les premières fissures dans ce paradis sont apparues environ 7 mois après le mariage. Subtiles au début, mais de plus en plus évidentes pour quiconque y prêtait attention. L'affection de Camille, autrefois spontanée et débordante, est devenue mécanique et calculée. Elle embrassait Adrien le matin pour lui dire au revoir et le soir pour lui dire bonjour, avec la précision de quelqu'un qui suit un script. Son intérêt pour ces anecdotes professionnelles, auparavant si engagées et réfléchies, s'est complètement déplacé vers les calendriers de visa et les exigences pour obtenir un permis de séjour permanent. Camille a commencé à passer des journées entières loin de l'appartement terrasse, prétendant explorer la communauté française de Mumbai ou faire du bénévolat auprès d'organisations d'aide aux nouveaux arrivants. Ses factures d'achat de vêtements de marque atteignaient 18 000 € par mois, justifiées par des dépenses de réseautage et des besoins vestimentaires culturels. Les appels téléphoniques mystérieux avec sa mère Marie à Marseille sont devenus plus fréquents et plus secrets, menés dans un français rapide derrière des portes closes. Le fossé générationnel, qui semblait charmant pendant leur relation, est devenu une source d'irritation visible pour Camille. Elle levait les yeux au ciel quand Adrien ne comprenait pas les tendances des réseaux sociaux ou semblait s'ennuyer pendant ses dîners d'affaires avec ce qu'elle appelait en privé « les vieux ». Elle demanda des chambres séparées et cita les « habitudes de vieil homme » d'Adrien, comme se coucher tôt et regarder les informations le matin, qui perturbaient son emploi du temps. Le plus révélateur étaient les jeunes amis que Camille avait commencé à inviter dans l'appartement terrasse. D'autres étudiants français et de jeunes professionnels qui regardaient Adrien avec un amusement à peine dissimulé. Ils parlaient français entre eux et éclataient parfois de rire en regardant Adrien, d'une manière qui le faisait se sentir comme le cible de blagues qu'il ne pouvait pas comprendre. Quand il essayait de s'immiscer dans leur conversation, Camille expliquait qu'ils parlaient de choses culturelles qui ne l'intéresseraient pas. Adrien commença à remarquer d'autres détails troublants. Les relevés bancaires montraient des virements vers des comptes inconnus à Marseille, que Camille ne pouvait pas expliquer de manière satisfaisante. Sa connaissance approfondie de la législation américaine en matière de visa semblait aller bien au-delà de ce que tout étudiant international normal devrait savoir. Lorsqu'il lui faisait des surprises avec des cadeaux ou des gestes romantiques, ses réactions semblaient répétées et peu authentiques, comme si elle se rappelait de paraître reconnaissante. Le plus inquiétant était ce qu'Adrien découvrit lorsqu'il tenta de lui faire une surprise à l'université, où elle prétendait passer ses journées à étudier. Plusieurs visites n'ont laissé aucune trace d'elle, les bibliothécaires affirmant n'avoir jamais vu personne correspondant à sa description. Ses professeurs, contactés sous prétexte d'organiser une fête surprise, semblaient à peine la connaître, malgré son prétendu dévouement à ses études. Mais Adrien rationalisait chaque signal d'alarme. Les transferts d'argent étaient destinés à sa famille en difficulté. Bien sûr qu'elle voulait les aider. Sa connaissance de la législation sur les visas montrait qu'elle prenait son avenir en Amérique au sérieux. Son manque d'enthousiasme pour ses gestes était dû à une différence culturelle et non à un manque de sentiments. Il voulait tellement croire à son conte de fées qu'il ignorait les preuves de plus en plus nombreuses que tout cela n'était qu'une fiction élaborée. Mais la découverte numérique qui allait briser le monde d'Adrien est survenue lors d'un contrôle de sécurité informatique de routine sur leur réseau domestique. Ayant bâti sa carrière sur la technologie, Adrien était méticuleux en matière de cybersécurité et effectuait régulièrement des analyses pour détecter les vulnérabilités et les accès non autorisés. Ce qu'il a trouvé caché dans des dossiers cryptés sur leur ordinateur commun a non seulement détruit leur mariage, mais aussi sa confiance en son propre jugement. Les preuves étaient complètes et accablantes. Des calendriers détaillés indiquant la durée minimale de 24 mois de cohabitation requise pour le parrainage du conjoint.
des captures d'écran de forums Reddit avec des discussions sur la façon de maximiser la pension alimentaire après une fraude matrimoniale. Des projets de papier de divorce datés exactement 2 ans et 2 semaines après leur mariage, soit la durée minimale requise pour conserver le statut de résident permanent après un parrainage conjugal. Le plus accablant était un groupe de discussion WhatsApp intitulé American Wives Club, où Camille communiquait régulièrement avec d'autres femmes françaises qui avaient mis en place avec succès des systèmes similaires de mariage blanc. Les messages contenaient des stratégies détaillées pour manipuler des hommes âgés et seuls, ainsi que des méthodes pour maximiser les gains financiers avant le divorce inévitable. Des photos révélaient un appartement secret à South Beach que Camille avait loué pendant toute la durée de son mariage. Il était entièrement meublé et contenait des effets personnels, ce qui suggérait qu'il s'agissait de son véritable domicile, tandis que l'appartement terrasse n'était qu'une scène pour son spectacle. Assis dans son bureau à domicile, entouré de preuves imprimées de sa propre crédulité, Adrien sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un véritable assassinat moral. Chaque mot d'amour, chaque moment de tendresse, chaque expression de gratitude et d'affection n'était qu'un mensonge calculé pour exploiter sa solitude et son désespoir. Adrien Masson n'était pas devenu une légende de l'industrie technologique en acceptant la défaite. Si Camille pensait pouvoir le manipuler et disparaître avec sa fortune, elle avait sérieusement sous-estimé l'homme qu'elle avait choisi comme cible. L'esprit méthodique d'Adrien, cette même approche analytique qui lui avait permis de créer des algorithmes valant des millions, était désormais entièrement concentré sur la collecte de preuves pour la plus grande affaire de sa vie. Grâce à sa grande expertise technologique, Adrien a commencé à récupérer les fichiers et les communications supprimées de tous les appareils de leur domicile. Il a installé des dispositifs de surveillance cachés dans tout l'appartement terrasse et a découvert que Camille l'avait secrètement enregistré pendant des mois afin de documenter des preuves de comportements contrôlants et abusifs pour étayer ses éventuelles allégations de victimisation. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Pendant qu'il tombait amoureux, elle avait monté un dossier juridique contre lui. Chaque dispute, chaque moment de frustration, chaque fois qu'il avait remis en question ses activités, avait été enregistré et catalogué comme preuve de sa nature abusive. Adrien a contacté le docteur Sharma, le meilleur avocat de Mumbai spécialisé dans les fraudes au visa, et a commencé à constituer ce qui allait devenir un dossier de 300 pages documentant tous les aspects de la supercherie de Camille. Relevés bancaires, journaux de communication, preuves issues des réseaux sociaux, témoignages d'amis qui avaient remarqué son comportement suspect. Tout était méticuleusement organisé et vérifié. Il a abordé cette enquête comme il abordait les problèmes de codage complexe, de manière systématique, approfondie et sans rien laisser au hasard. Mais Camille menait sa propre opération de surveillance. Elle s'est rendue compte que son réseau domestique était surveillé lorsque ses communications secrètes ont commencé à rencontrer des difficultés techniques. La découverte des caméras cachées d'Adrien l'a mise en état d'alerte maximale, et elle a commencé à rassembler ses propres preuves pour documenter ce qu'elle considérait comme son comportement de plus en plus contrôlant et paranoïaque. Elle a exploré les points faibles d'Adrien dans le domaine des affaires et a identifié les relations clés et les sensibilités en matière de réputation qui pouvaient être exploitées. Sa beauté, sa jeunesse et son apparente vulnérabilité seraient des armes dans la bataille à venir. La guerre psychologique avait sérieusement commencé. Camille a documenté leur relation avec une différence d'âge à travers le prisme de l'exploitation inhérente et a construit un récit qui plairait à n'importe quel jury ou commission des visas. Elle comprenait parfaitement l'aspect visuel. Un puissant homme indien plus âgé et une jeune immigrante française vulnérable. L'histoire s'écrirait d'elle-même et elle en serait la victime, pas la coupable. La confrontation nucléaire eut lieu lors d'un week-end tranquille, alors qu'ils étaient seuls dans l'appartement terrasse. Adrien avait préparé ce moment pendant des semaines et organisé des preuves comme s'il s'agissait d'une présentation à un conseil d'administration.
Mais il ne s'agissait pas de stratégie d'entreprise, mais de la destruction de tout ce en quoi il croyait, l'amour, la confiance et son propre jugement. « Il faut qu'on parle », dit Adrien, la voix stable, malgré l'ouragan émotionnel qui faisait rage en lui. Il étala les preuves imprimées sur la table à manger, comme s'il distribuait des cartes dans un jeu où l'enjeu était tout son avenir. Virements bancaires, capture d'écran de forum, profil de site de rencontre, baux de leur appartement secret, toutes les preuves démontrant que leur mariage était une escroquerie sophistiquée. « J'ai déjà déposé une plainte auprès de l'autorité chargée des visas », a-t-il poursuivi en observant le visage de Camille, à la recherche du moindre signe d'émotion réelle. « La réunion d'enquête est prévue pour la semaine prochaine. J'ai 300 pages de preuves qui montrent que tout notre mariage était une fraude à la carte Visa. » Pendant un instant, le masque de Camille tomba complètement. La jeune épouse innocente et reconnaissante disparut, remplacée par une jeune femme de 21 ans froide et calculatrice, qui avait mené une longue escroquerie. Pas de larmes, pas d'excuses, pas de tentative d'explication. Seulement l'apparition soudaine d'une personne qu'Adrien n'avait jamais rencontrée auparavant. Une personne qui le regardait avec un regard purement stratégique plutôt qu'avec une émotion humaine. « Tu te crois si intelligent ?» dit Camille, son accent changeant subtilement lorsqu'elle abandonna l'accent américain qu'elle avait soigneusement travaillé. « Mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Tu veux me détruire? Je te détruirai en premier. » La contre-attaque de Camille fut rapide et vicieuse. Elle s'était préparée à cette éventualité et avait rassemblé des preuves de ce qu'elle présenterait comme l'exploitation d'une jeune immigrante vulnérable par Adrien. La différence d'âge de 31 ans jouerait en sa faveur auprès de n'importe quel jury, expliqua-t-elle calmement. La société sympathiserait naturellement avec une belle jeune Française qui affirme avoir été victime d'abus de la part d'un homme indien plus âgé et puissant. « Qui pensez-vous qu'ils croiront ?» demanda Camille, en lui montrant une tablette remplie de photos, de vidéos et d'enregistrements audio. Le vieil homme effrayant qui s'est acheté une jeune épouse étrangère, ou la jeune fille innocente piégée dans un mariage abusif. Elle lui montra des photos soigneusement mises en scène de contusion, des enregistrements de leurs disputes, montés de manière à le faire passer pour un homme autoritaire et menaçant, et des preuves de cadeaux coûteux qui pouvaient être présentées comme des tentatives d'acheter son silence et sa docilité. Les armes culturelles et liées à l'âge dans son arsenal étaient dévastatrices. Elle allait prétendre qu'il avait profité de son désespoir, utilisé sa richesse et son statut pour la forcer à se marier, l'isolant de sa communauté et de sa famille. « Tu es un vieil Indien pitoyable qui s'est acheté une jeune épouse française », a-t-elle déclaré avec une objectivité effrayante. « Tout le monde te verra comme un prédateur qui a exploité une immigrante vulnérable. » Les menaces s'intensifièrent rapidement. Elle allait contacter Arjun et Kavya avec des preuves du comportement abusif de son père envers sa jeune épouse. Elle allait s'assurer que tout le monde dans la communauté technologique de Mumbai sache exactement quel genre d'homme il était vraiment. La nature virale de sa présence sur les réseaux sociaux jouerait contre lui. Le public mondial verrait leurs relations à travers le prisme d'un homme plus âgé, exploitant la vulnérabilité d'une jeune immigrante. Mais son arme la plus dévastatrice était peut-être un enregistrement qu'elle avait fait pendant l'un de leurs moments intimes, dans lequel Adrien disait qu'il la possédait et qu'il avait payé pour son amour. Des mots prononcés dans la passion et qui pouvaient être détournés pour prouver sa mentalité de prédateur. Cet enregistrement détruirait non seulement leur mariage, mais aussi toute sa réputation et sa carrière. Mais Adrien avait bâti sa carrière sur sa capacité à prendre des décisions difficiles sous pression, et il ne se laisserait pas intimider par quelqu'un qu'il reconnaissait désormais comme une manipulatrice hors pair. Malgré la nature dévastatrice de ces menaces, malgré le fait qu'il savait qu'elles pouvaient détruire sa réputation et ses relations, il refusait de céder. « Tu peux me menacer autant que tu veux », dit Adrien, sa voix gagnant en force à mesure qu'il parlait. « Mais je ne retirerai pas ma plainte.
La réunion d'enquête est prévue pour mardi prochain. J'ai déjà fourni toutes mes preuves aux autorités. Ce mariage est terminé et tu subiras les conséquences de tes actes. » Il lui montra des copies de l'ordonnance restrictive qu'il avait déposée, les modifications qu'il avait apportées à son testament et à ses polices d'assurance, les modifications de sécurité apportées à l'appartement terrasse. Le visage de Camille refléta une série de calculs lorsqu'elle réalisa l'ampleur de ce qui se passait. Sa vie de conte de fées se terminait par des accusations et une expulsion. Son avocat spécialisé dans les visas, M. Wilson, avait déjà confirmé que les preuves d'Adrien étaient accablantes. Elle risquait au moins 7 ans de prison et une expulsion immédiate vers la France. Elle contacta d'autres membres de son réseau frauduleux qui faisaient face à des révélations similaires, mais leur conseil fut unanime. Fuir, quitter le pays avant que les autorités ne puissent agir. Mais fuir signifierait retourner à Marseille sans rien, affronter la déception de sa famille et les dettes qui l'avaient poussé à tenter ce pari désespéré. C'est alors que l'esprit de Camille s'est tourné vers une option plus sombre. Elle a examiné les polices d'assurance d'Adrien, son testament, ses plans de succession. Et si, au lieu de s'enfuir comme une criminelle, elle pouvait devenir une veuve en deuil? L'assurance vie à elle seule valait 2,3 millions d'euros. De plus, elle hériterait de son penthouse et de sa fortune. Avec Adrien disparu, personne ne pourrait témoigner contre elle. Aucune preuve de fraude ne pourrait être invoquée. Camille disparut pendant 48 heures dans son appartement secret et Adrien supposa qu'elle prévoyait de quitter le Canada avant que l'enquête ne puisse se poursuivre. Il changea tous les codes de sécurité, lui retira l'accès à ses comptes et s'arrangea pour rester chez son ami Vikram pendant la procédure de visa. Mais Camille n'avait pas l'intention de s'enfuir. Elle prévoyait quelque chose de beaucoup plus permanent. Grâce à ses connaissances en chimie, elle fit des recherches sur des méthodes d'élimination indétectables. Son accès au laboratoire de l'université lui permit de se procurer le matériel nécessaire. Elle a étudié les habitudes d'Adrien, ses schémas de sécurité, ses points faibles. Si elle pouvait faire passer sa mort pour un accident ou un cas de stress, elle pourrait résoudre tous ses problèmes d'un seul coup. Dans un enregistrement vocal effrayant qu'elle a réalisé en français, la véritable nature de Camille a finalement été révélée. Adrien pense qu'il a détruit ma vie. Maintenant, je vais détruire la sienne. Adrien pense qu'il a détruit ma vie. Maintenant, je vais détruire la sienne. La jeune mariée innocente avait disparu à jamais, remplacée par quelqu'un capable de la trahison ultime. L'amour était devenu une arme et le mariage un plan meurtrier. Chapitre 6. Les adieux mortels et la justice. 2 jours après leur confrontation dévastatrice, Camille est revenue à l'appartement terrasse, l'air complètement brisé. La femme froide et calculatrice qui avait menacé de détruire la vie d'Adrien avait disparu. À sa place se tenait ce qui semblait être une jeune femme dévastée qui acceptait la défaite. Ses yeux étaient rougis par les larmes, son apparence habituellement parfaite était ébouriffée, et lorsqu'elle parlait, sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait tout perdu. « Adrien », dit-elle doucement, debout dans l'embrasure de la porte, comme une enfant perdue. « Je sais que tu me détestes maintenant, et tu en as tout à fait le droit. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à l'enquête, à tout. Tu as raison. Je dois assumer les conséquences de mes actes. » Adrien l'observait attentivement, toujours sur ses gardes, malgré son apparente transformation. Mais il y avait quelque chose de différent dans son attitude. Une résignation qui semblait sincère, une vulnérabilité qui lui rappelait la femme dont il pensait être tombé amoureux. « Je veux mettre les choses au clair », poursuivit Camille en entrant dans l'appartement qui avait été leur foyer commun. « Avant qu'ils ne m'expulsent, avant que cela ne devienne encore plus compliqué que ça ne l'est déjà. Pourrions-nous dîner ensemble une dernière fois pour dire adieu à notre conte de fées comme il se doit ?» Son choix de mots était délibéré. Leur conte de fées avait été le fondement de leur romance publique et elle en reconnaissait maintenant la fin. Adrien hésita. Toute la partie rationnelle de son esprit lui criait qu'il s'agissait d'une nouvelle manipulation.
Une nouvelle mise en scène pour obtenir un avantage quelconque, mais en la regardant, ce qui semblait être un véritable remords et une véritable acceptation, il se surprit à acquiescer. Un dîner, accepta-t-il. Ensuite, tu fais tes valises et tu pars. Camille passa l'après-midi à préparer un festin français sophistiqué, recréant le repas de leur tout premier rendez-vous, lorsqu'elle avait cuisiné pour lui dans cette même cuisine. L'ironie de la situation n'échappa à aucun d'eux. Elle mit à profit ses connaissances en chimie, mais cette fois-ci dans un but qu'Adrien ne pouvait imaginer. Chaque épice, chaque ingrédient fut soigneusement dosé et préparé avec la précision de quelqu'un qui mène une expérience en laboratoire. À la tombée de la nuit, Camille dressa la table avec la porcelaine de leur mariage et alluma des bougies dans toute la pièce. Elle avait même ouvert une bouteille du champagne de leur mariage, un Dom Pérignon qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. « Pour se souvenir des bons moments », dit-elle en levant son verre, avec ce qui semblait être une émotion sincère. « Adrien, j'ai besoin de te dire quelque chose », commença-t-elle, son interprétation parfaite dans son apparente sincérité. « À un moment donné, malgré tout ce que j'avais prévu, malgré les raisons initiales pour lesquelles je t'ai approché, je suis tombée amoureuse de toi. Peut-être pas de la manière dont tu le mérites. Peut-être pas de manière pure, mais c'était réel. » Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle parlait, et pendant un instant, Adrien sentit son cœur s'adoucir, malgré tout ce qu'il savait de sa tromperie. « Je me suis perdu dans le désespoir de rester au Canada, » continua Camille. « Je suis devenu quelqu'un que je n'ai jamais voulu être, quelqu'un qui pourrait blesser un homme bon comme toi. Je suis tellement désolé, Adrien. Je sais que des excuses ne suffisent pas, mais j'avais besoin que tu l'entendes avant que tout ne s'achève. » Adrien se sentit ému par son apparent repentir. C'était la femme qu'il pensait avoir épousée, vulnérable, honnête, implorant le pardon. Lorsqu'elle s'excusa pour aller aux toilettes, il resta seul avec son champagne, se demandant s'il y avait peut-être eu un sentiment authentique sous tous ces mensonges. Ce qu'Adrien ignorait, c'est que pendant sa pause aux toilettes, Camille avait ajouté à son champagne un composé incolore et insipide, une formule à effet retard qu'elle avait synthétisée grâce à ses connaissances en chimie et à des matériaux qu'elle s'était procurés dans le laboratoire de l'université. La substance était conçue pour imiter les symptômes d'une crise cardiaque induite par le stress, ce qui semblait tout à fait plausible compte tenu de l'enquête Visa et de l'effondrement de leur mariage. À la fin du dîner, Adrien commença à se sentir mal. Les symptômes furent d'abord subtils, une légère oppression thoracique, quelques difficultés respiratoires. « Je ne me sens pas très bien », dit-il en desserrant sa cravate. « Peut-être que tout ce stress finit par me rattraper. » Camille passa immédiatement en mode épouse inquiète, avec une performance digne d'un Oscar. « Adrien, tu es pâle. Dois-je appeler les secours ?» Lorsqu'il acquiesça, elle passa l'appel avec une panique parfaite dans la voix et décrivit des symptômes qui correspondaient exactement à ceux que le poison était censé produire. « Mon mari a des douleurs thoraciques », sanglota-t-elle au téléphone. « Il a été très stressé au travail ces derniers temps, et je vous en prie, envoyez quelqu'un rapidement. » Tout en guidant l'opérateur du 911 à travers les symptômes d'Adrien, elle s'assurait que le poison fasse son effet. Adrien est mort en croyant que Camille tentait désespérément de lui sauver la vie. Ce que les enquêteurs ont découvert plus tard, ce sont des images de vidéosurveillance montrant Camille en train de répéter cet appel au 911 quelques heures auparavant, répétant sa panique et chronométrant ses réponses pour créer la performance parfaite. Le conte de fées qui avait fasciné des millions de personnes ne s'est pas terminé par un happy end, mais par un meurtre prémédité. La stratégie de Camille pour dissimuler son crime était aussi méticuleusement planifiée que tout le reste. Elle a mis en scène la scène pour suggérer une crise cardiaque due au stress et a placé des preuves de la détérioration de la santé mentale d'Adrien au sujet de l'enquête sur la carte Visa.
Elle a rédigé une fausse lettre de suicide sur son ordinateur, mentionnant la culpabilité liée à de fausses accusations contre son épouse innocente, puis a effacé toutes les preuves de fraude à la carte Visa de leurs appareils. Lorsque les premiers secours sont arrivés, ils ont trouvé le tableau parfait. Une jeune veuve française en deuil, tenant son mari décédé dans ses bras et sanglotant sur la fin tragique de leur histoire d'amour interculturel. Le battage médiatique qui a suivi était exactement ce que Camille avait prévu. Les reportages se sont concentrés sur la fin tragique du conte de fées romantique de Mumbai. Les réseaux sociaux ont explosé de sympathie pour la jeune veuve au cœur brisé qui avait perdu son âme sœur à cause du stress et de la paranoïa. Camille a donné des interviews larmoyantes sur la perte d'Adrien sous la pression de fausses accusations et s'est présentée comme la victime de son état mental qui se détériorait. La vidéo de leur mariage a été visionnée des millions de fois, les gens pleurant ce qu'ils considéraient comme une histoire d'amour tragique, terminée trop tôt. Une campagne GoFundMe lancée par des sympathisants a atteint 150 000 € en quelques jours. Avec la mort d'Adrien, Camille se préparait à hériter de son penthouse de 3,8 millions d'euros et d'importants actifs. Elle prévoyait d'utiliser cet héritage pour se créer une nouvelle identité dans un autre pays, tout en continuant à jouer le rôle de la veuve éplorée et en planifiant secrètement sa disparition. Les compagnies d'assurance ont commencé à traiter la demande d'indemnisation de 2,3 millions d'euros de l'assurance vie, qui lui permettrait de subvenir à ses besoins pour le reste de sa vie. Mais l'enquête qui a suivi allait tout révéler. L'avocat de Visa, le docteur Sharma, a contacté la police au sujet de la réunion prévue par Adrien pour organiser la fraude. Les résultats de l'autopsie ont révélé la présence de composés chimiques incompatibles avec une mort naturelle. La police scientifique numérique a récupéré toutes les preuves que Camille pensait avoir effacées. Le laboratoire de l'université a signalé la disparition de produits chimiques correspondant aux résultats toxicologiques. Le plus accablant étaient les enregistrements de vidéosurveillance qui révélaient les séances d'entraînement de Camille et les incohérences temporelles dans son histoire. Son professeur de chimie, le docteur Martinez, a confirmé qu'elle savait créer des poisons indétectables. Des messages WhatsApp ont révélé son plan pour éliminer définitivement le problème. Camille a été arrêtée pendant la cérémonie commémorative télévisée d'Adrien, un moment d'ironie dramatique pure. Le procès a fait sensation à l'échelle internationale avec des preuves accablantes. Mobiles, moyens, opportunités et intentions claires. Le jury n'a délibéré que 52 minutes avant de rendre un verdict de culpabilité. Le rebondissement final est survenu lors du prononcé du verdict, lorsque les enquêteurs ont révélé que Camille faisait partie d'un réseau international de mariages blancs comptant 15 autres victimes à travers l'Amérique du Nord. Adrien Masson n'était qu'un pion dans une opération sophistiquée qui avait détruit des vies pendant des années. La vidéo du mariage d'Adrien et Camille a été visionnée plus de 75 millions de fois, mais désormais pour toutes les mauvaises raisons. Ce que Mumbai avait célébré comme une belle histoire d'amour interculturel est devenu un avertissement sur le prix mortel des rêves. Camille Laurent avait 21 ans et a transformé l'amour en arme, le mariage en meurtre et la perfection des réseaux sociaux en couverture parfaite pour le crime parfait. Adrien Masson avait 52 ans et a appris trop tard que certains contes de fées se terminent dans les cimetières. Cette affaire a radicalement changé la façon dont l'Inde enquête sur les mariages pour obtenir un visa avec une grande différence d'âge et a conduit à de nouvelles mesures de protection pour les parrains vulnérables. Car parfois, le prédateur le plus dangereux est celui qui ressemble à une princesse, et le piège le plus mortel est celui qui devient viral. Aujourd'hui, leur histoire sert d'avertissement. À l'ère des réseaux sociaux, même les contes de fées peuvent tuer. Camille Laurent a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le réseau de fraude matrimoniale a été complètement démantelé. 23 autres femmes ont été arrêtées.
Les enfants d'Adrien ont hérité de sa fortune et ont créé une fondation pour lutter contre la fraude au visa. L'amour parfait était devenu le meurtre parfait.